Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes, vous l'avez compris, dans un format qui est celui d'un rendez-vous habituel ici au Musée d'Histoire, donc ce sont les mardis de l'Histoire, mais je donne cette précision parce que nous sommes également dans le cadre de la programmation du colloque que nous avons le plaisir d'accueillir ici au Musée d'Histoire et dans son auditorium donc depuis hier, qui est une rencontre de sociologues de différents laboratoires et notamment du laboratoire Mésopolis de Aix-Marseille Université et qui du coup est une proposition académique où s'enchaînent des présentations de travaux en cours sur des approches très sociologiques de la ville de Marseille. Alors dans ce cadre-là et en accord avec les organisateurs de ce colloque, on souhaitait pouvoir ouvrir la réflexion et les propositions à un public qui n'est pas forcément un public de chercheurs, mais qui est un public de curieux et d'amateurs de l'histoire de Marseille. Et donc je les remercie de nous avoir rejoints pour ce moment. Et donc c'est un moment à deux voix. Je remercie nos deux intervenants, donc Rémi Boivin, qui est donc sociologue, qui est donc chercheur au laboratoire Mésopolis, et qui est donc l'auteur d'une thèse autour des questions sonores, justement, enfin, où la question du son est, somme toute, très, très présente dans son travail. Et puis, il y a un réalisateur radio, documentariste, sonore, qui travaille donc pour Arte Radio, Mehdi Saoudi, qui va animer cette soirée, dont le titre est assez évocateur, puisqu'il s'agit d'écouter Marseille, donc à l'écoute de Marseille. Ce sujet des productions sonores dans un musée de ville comme le nôtre, c'est un sujet évidemment très intéressant. Le musée lui-même développe un programme autour d'une galerie de podcasts qui s'installera à terme dans le parcours permanent du musée. Et donc on aura une possibilité d'enrichir la visite des collections historiques et archéologiques du musée avec donc des contenus sonores qui donneront la parole aux habitants et habitantes de Marseille qui aujourd'hui, dans le musée tel que vous le connaissez, font un petit peu défaut. Donc c'est pour vous dire qu'on est fort intéressés, et je remercie sincèrement nos deux intervenants. Et puis pour la petite histoire aussi, ou la grande histoire, nous préparons pour la fin de l'année 2027 une exposition sur l'histoire du rap à Marseille avec Gilles Roff qui est dans la salle. Et donc cette approche de la ville par le prisme de la musique rap et de tout ce que ce sujet, qui est un sujet à tiroir, veut dire dans une ville comme Marseille, eh bien, justifie d'autant plus d'accueillir les journées Mésopolis dans nos murs. Donc, merci à vous deux et bonne discussion. Merci. Alors, bonsoir, merci d'être là pour nous écouter. Donc avec Rémi Boivin, qui a été présenté, qui est donc sociologue, comme on l'a dit au début, et moi-même, donc Mehdi Aoudig, qui suis documentariste sonore. On a imaginé cette rencontre avec Rémi comme un dialogue entre deux pratiques, qui sont la sociologie d'une part et d'autre part le documentaire sonore. Voilà, on est parti sur une question très, très simple, qui est, on s'est posé la question de savoir comment sonne Marseille. Voilà, donc Rémi, qui est avec moi, dans ton travail de recherche, tu parles de la question de la musique live dans le quartier de la Plaine à Marseille. Est-ce que tu peux nous dire comment, en partant de la musique, il t'est apparu la nécessité de questionner le sonore dans sa globalité? Merci Mehdi, merci à toutes et tous d'être ici présentes, surtout celles et ceux qui ont suivi le colloque, et ça fait une journée dense, donc merci d'être restés. Donc oui, alors moi, le point de départ, c'est un travail donc de thèse en sociologie, où j'ai travaillé initialement sur les performances musicales dans un quartier. Donc j'ai tout de suite choisi de délimiter l'objet de recherche, non pas sur une dimension musicale, sur un genre spécifique ou une catégorie spécifique de musique, mais
une délimitation géographique, donc un quartier spécifique. Bon, le centre-ville de Marseille, mais en fait, plus particulièrement, les quartiers de la Plaine et du Cours Julien. Et en fait, ce choix, il émerge. Donc, moi, je commence ma thèse en 2012. J'arrive à Marseille en 2011. Et en fait, en me rendant sur ces quartiers, j'ai observé rapidement, comme tout le monde, une concentration forte de lieux de concerts, de lieux de sociabilité, d'espaces de diffusion culturelle et artistique, d'événements fréquents. Et je me suis posé cette question, je me suis demandé comment est-ce que ce territoire s'est institué comme quartier musical, comme quartier culturel. Comment est-ce que un lien social focalisé, ou en tout cas fondé sur des musiques live, c'était structuré, comment est-ce que ça avait émergé. Et donc, voilà, je me suis intéressé à la manière dont des collectifs qui produisent de la musique live ou qu'on accueille, ils ont contribué à construire en fait ce territoire. Donc la construction territoriale de la Plaine comme voilà, territoire musical. Ça, c'est mon point de départ. Et en m'intéressant à cette question, je me suis très rapidement intéressé en fait j'ai commencé à faire une histoire urbaine ou une histoire musicale du quartier qui commence en fait dans les années 80, et c'est en fait une histoire de cette scène musicale. Voilà, moi j'appelle ça scène musicale, scène des musiques live, qui est en fait le résultat de trois dynamiques qui s'entremêlent. D'abord une dynamique musicale. C'est donc au début des années 80 un mouvement culturel qui est le sound system, qui se sédimente à Marseille, qui arrive en Europe et qui arrive aussi à Marseille avec des groupes comme Joe Corbeau, Massilia Sound System, et surtout des collectifs autour de ces musiques, notamment la Turmo, qui vont instituer des événements de quartier, à la Plaine particulièrement. Ensuite, c'est une dynamique urbaine qui en fait agit un peu de manière concomitante avec la dynamique musicale autour du sound system. C'est donc le transfert du marché de gros au Cours Julien et du marché semi-gros sur la Plaine au marché d'intérêt national des Arnavaux en 72, qui donc va en fait produire d'abord une espèce de vide, étant donné que toute l'activité sociale du quartier était quand même particulièrement tournée vers l'activité maraîchère. On enlève le marché. Donc voilà, il y a un moment de flottement ou de transition urbaine à ce moment-là. Et enfin, je pourrais ajouter une autre dynamique qui est plutôt une dynamique de politique culturelle nationale et qui est un peu plus tardive, dans les années 90, avec une volonté du gouvernement de gauche et notamment du ministre de la Culture, dont j'ai pas envie de citer le nom, qui impulse en tout cas des dispositifs autour du soutien pour les cafés musique d'abord, les cafés concerts ensuite, donc plutôt dans les années 90. Et donc voilà, ce que j'observe, c'est une scène culturelle, une scène musicale qui se fabrique à l'intersection donc de dynamiques culturelles et urbaines entremêlées, et ce qui me saute aux yeux, c'est que voilà, il y a une continuité très forte entre ces activités-là et la vie de quartier, la vie sociale ordinaire du quartier, pour citer le nom du... C'est un petit peu comme si on passait d'une production sonore liée donc au marché, au commerce et ainsi de suite, à une autre production sonore. C'est ça qui se produit quand il y a ce transfert de ce quartier vers un autre usage. Alors ça, moi, ça arrive un peu plus tard, mais en tout cas, dans la trajectoire de mon enquête, de mon ethnographie des musiques, en fait, étant donné donc ce constat-là que je viens de dire, que je voyais une forte continuité, un agencement très fort des musiques dans la vie du quartier, il m'a semblé fondamental en fait de penser la musique, de penser les musiques comme quelque chose
voilà, comme des parties prenantes de la vie du quartier, et donc comme quelque chose qui faisait partie d'une production sonore du quartier. Et donc j'ai commencé à utiliser l'enregistreur pour capter des situations de musique d'abord, mais rapidement je me suis intéressé, enfin je me suis dit qu'il fallait plutôt essayer d'enregistrer la production sonore de la ville et de voir comment est-ce que les musiques pouvaient émerger dans ces situations, enfin, voilà, et pour montrer d'une certaine manière l'imbrication de la vie sociale et des musiques. Est-ce que c'est lié au fait que cette musique se jouait aussi dans la rue et que du coup elle se mêlait avec le son ambiant de la ville ? Ouais, bah, tout à fait. En fait, c'est ce que j'appelle. Enfin, je reprends un concept de Virginie Millot, qui elle parle d'espace intermédiaire. Moi, je parle de lieux intermédiaires dans mon travail. C'est des espaces, en fait, des interstices qui sont à la fois des portions de l'espace public, mais qui sont aussi des lieux privés, qui en l'occurrence, en fait, étaient des locaux qui servaient au stockage de fruits et légumes, au séchage, qui vont être en fait du fait du transfert du marché en 72, on va dire jusqu'aux années 80, qui vont être récupérés à bas coût par des personnes qui vont en faire des cafés-concerts ou des lieux de diffusion culturelle. Et donc ce sont des lieux, des rez-de-chaussée qui sont très ouverts sur la vie du quartier. Et c'est pour ça que je parle aussi de scènes musicales ouvertes au sens d'un sociologue, Will Stroh, qui oppose les scènes musicales restreintes et les scènes musicales ouvertes. Et dans le deuxième cas, en fait, voilà, il y a la scène musicale, elle fonctionne comme un lieu d'expression de l'urbanité dans son ensemble, et non pas comme on parle de manière un peu restrictive, de scène rap ou de scène techno, ou la scène techno de Berlin, etc. Là, voilà, l'idée, c'est plutôt de m'intéresser à des formes musicales qui ne sont pas n'importe lesquelles. Enfin, après, on peut discuter aussi de quelle musique, mais en tout cas, qui s'inscrivent dans une culture sonore. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est quand il y a eu aussi un déclic un peu dans mon enquête, quand je me suis dit qu'en fait, cette scène musicale ou cet ensemble de personnes qui produisent de la musique et qui assistent à de la musique régulièrement, en fait, cette scène musicale, elle repose sur une culture sonore, c'est-à-dire sur une manière de penser ce que doit être ce quartier au niveau sonore, au niveau sonnant. Et je me suis aussi aperçu, du coup, je me suis intéressé aux relations de voisinage, c'est-à-dire un autre cercle de participants, d'une certaine manière, qui fait l'expérience des événements musicaux, mais d'un autre point d'écoute, et qui est plus, on va dire, moins intentionnel, ou en tout cas plus décalé, mais qui peut catégoriser les événements comme du bruit, contrairement aux personnes qui sont des participants actifs, ou en tout cas de premier cercle de participants, qui, eux, vont définir ces musiques comme déjà de la musique, et ensuite tout un ensemble d'étiquettes musicales pour les qualifier. Donc avec l'enregistreur, il y avait ce mouvement d'aller vers l'extérieur, parce que ça me ramène à la pratique du sonore, qui est plus classique pour moi, qui est que, par exemple, dans ma pratique, moi, j'ai eu ce mouvement de sortir du studio, quoi. Et donc, de me dire que finalement, ce qui se produisait dans le studio, là où on essayait finalement de contenir comme ça le son, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qui se passait quand tout à coup le son, on le contenait plus et qu'il était à l'extérieur. Il y a est-ce qu'il y a un peu ce même mouvement dans ton travail d'enquête, c'est-à-dire de te dire, la musique live, ça se passe dans une salle de concert, mais en même temps, cette salle de concert, elle déborde sur l'extérieur et elle est en interaction avec le sonore qui est produit par la ville ? Ouais, tout à fait. Et je dirais, pour le formuler autrement aussi, qu'il y a, d'une certaine manière, en travaillant sur les musiques et donc sur la scène musicale, je travaillais sur les musiques, donc sur le son. Et il y a un moment où après ma thèse plutôt, d'ailleurs, j'ai voulu travailler par le son.
Et ça, c'est vrai que ça marque un changement dans la pratique, et c'est peut-être là où ça se rapproche aussi, même si c'est un mouvement inverse, peut-être, mais on va en parler tout à l'heure, mais de ton côté, mais voilà, en tout cas, de penser l'espace social, l'espace culturel, comme un espace sensible, c'est-à-dire un espace social sensible. Et c'est là où il m'a semblé plus percutant, plus efficace aussi de raconter en fait cette histoire-là par le son, et donc le sonore non plus seulement comme un outil d'enquête, mais comme un mode de narration, un outil de narration. Et on va peut-être écouter un premier extrait de la création que je suis en train de finaliser, et on pourra en dire un mot ensuite. Le marché du cours Julien, presque désert, c'est un symbole. Après un siècle de bons et loyaux services, il va disparaître, dépassé qu'il était par les événements, par le progrès. Fini donc un certain romantisme de grand-papa. Ça, c'est mon fils qui en a parlé. Ça devait être... En quelle année c'était, Jean-Claude? Hein? C'est la Restauration. Je me rappelle pas. Ah ben si. Mais j'ai pas en tête. Oh, j'ai le droit d'avoir des amnésies quand même. Les renfermages, c'était sur les rues adjacentes du cours Julien. À midi, la sirène sonnait. Il fallait s'arrêter de travailler et commencer à rassembler pour mettre dans le renfermage. Et à midi et demi, il fallait qu'il n'y ait plus rien sur le cours Julien. Le remue-ménage, le bruit commençait vers les 1h du matin. Il y avait les cris surtout des animaux. Puis c'était encore de mon temps, il y avait des mules, des ânes et des chevaux. Il n'y avait pas des voitures. C'était pas empiré, il y avait de la boue. Et il y avait un bruit épouvantable à partir d'une 1h du matin. Vous savez, quand un âne braie, ça fait un bruit. Et en même temps, il y avait les peseurs jurés. Il y avait ce qu'on appelait les peseurs jurés pour peser les marchandises. Et ils criaient au poids à 100 mètres à peu près. Ils hurlaient. Et là, nous dormions tranquillement. Par contre, dans la nuit du samedi au dimanche où il n'y en avait pas, on ne dormait pas. C'était vraiment quelque chose d'agité, je veux dire, hein, toute la nuit. Et puis, il y avait surtout du bruit. Voilà. Ah, excusez-moi. Hein. Allô. Oh, bonjour. Alors. Ce quartier a donné son nom à la formation principale que je dirige, qui s'appelle Loucoire de la Plane, une formation vocale. Donc Loucoire de la Plane, ça veut dire le cœur de la plaine, c'est un jeu en fait, tout ça. Donc c'est un des endroits les plus élevés de la ville, les plus hauts de la ville, et qui s'appelle la plaine, ce qui est une stupidité lexicale. Et donc c'est un des seuls endroits au monde où on doit monter à la plaine et où on descend de la plaine, c'est Marseille. C'est intéressant cette confusion. Donc j'ai appelé le groupe Loucoire de la Plane, parce que la plane, ça ne veut rien dire en occitan. Les années 90 ont été extrêmement dynamiques dans ce quartier, notamment au niveau musical. On a essayé de faire un lieu d'invention de l'identité culturelle. On était en train d'inventer un mythe marseillais. On jouait à Marseille à la plaine. Alors oui, on a lié notre existence au quartier. À la plaine, tout le monde se levait. À la plaine, tout le monde a jumpé. À la plaine, oui, faut y aller. On va oui bien s'éclater, c'est le 1er mai. Couleg. Voilà, donc ça c'est un extrait d'une création de Rémi Boivin qui
qui est assez étonnante parce que déjà si on analyse déjà les 3 principales sources sonores qu'il y a dans cet extrait, on a une archive et puis on en a un peu une deuxième qui est ce que j'appellerais un récit archive, et puis ensuite on a Manu Théron donc qui est musicien. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que Manu Théron, qui est musicien, qui devrait être celui, a priori, qui nous parle plutôt du son et de comment sonne Marseille, finalement, il nous parle de tout à fait autre chose. Mais c'est certainement ton approche qui nous amène à ça, puisqu'on a une personne au milieu, donc le témoin, qui parle des marchés avant et qui est extrêmement imagé dans la manière dont il nous fait une espèce de reconstitution sonore de qu'est-ce qu'était ce quartier avant. Et puis il y a cette archive au début. Alors est-ce que comment toi t'articules tout ça pour essayer de raconter ce quartier? Bon, je vais juste dire un mot, mais on pourra en parler plus tard. Donc c'est un projet que j'ai réalisé donc avec le soutien d'ailleurs de Dennis Rogers de sa chaire à Amidex et du laboratoire Mésopolis. Donc je les remercie. C'est un projet une pièce qui s'appelle Marseille, ville sonnante, qui est en fait un format de 26 minutes. Là, on a écouté un petit extrait. Et effectivement, ouais, il y a un matériau en fait qui est, comme tu l'as dit, qui est composé d'archivina. Donc, il a fallu payer les archivina. Ensuite, il y a des. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que là, les interviews qu'on entend, donc on entend d'abord Jean-Baptiste Loupi, qui donc la personne âgée qui est aujourd'hui décédée, et c'est à lui que je dédie d'ailleurs cette création. C'est un entretien que j'ai fait avec lui en 2016 à Plan de Cuques dans sa maison, et c'est quelqu'un qui est né en 1923 au cours Julien et qui raconte. J'ai 3 heures d'enregistrement avec lui où il raconte avec un détail et avec une sensibilité, enfin je veux dire même au sens strict, c'est-à-dire de niveau sensible, quoi, le son, les odeurs, voilà, tout ce qui se passait. Et ce que je trouve remarquable avec ce témoignage, c'est que ce qu'il raconte en fait, c'est que le quartier était hyper bruyant, nuit et jour, par l'activité maraîchère. Et ça permet de faire un pas de côté vis-à-vis d'une espèce de perception, de regard qu'on peut avoir sur les jeunes qui font la fête à la plaine, et des fanfares et des sons de système, etc., comme quelque chose de bruyant et qui porte atteinte à la tranquillité publique, donc voilà, l'existence juridique. Voilà. Et là, en fait, on nous raconte un passé révolu en fait, de ce même lieu où, ce qu'il dit, c'est que quand il n'y avait pas le marché, quand il n'y avait pas le bruit, ils n'arrivaient pas à dormir. Donc c'est une manière de raconter la chose très, on pourrait dire très marseillaise, mais en tout cas, moi que j'aime beaucoup parce que ça permet de faire un pas de côté vis-à-vis d'une existence future de ce quartier et d'activités différentes. Oui, ce qui est intéressant aussi dans le témoignage de cet homme, c'est effectivement cette question de la perception. Et ça, on peut en parler parce que tu en parles beaucoup aussi dans tes articles, de cette question de la nuisance, c'est-à-dire cette frontière qui peut exister entre la musique, le bruit, le son, la nuisance. À quel moment une même production sonore peut être pour quelqu'un un son agréable qu'on a envie d'écouter, et puis pour une autre personne qui est dans le même espace et qui a un usage peut-être de l'espace différent, va faire que tout à coup ça devient une nuisance. Et à quel moment aussi soi-même on se met plutôt en position d'écoute que de subir le son. Tout ça, c'est des questions qui ont traversé ton travail académique et qui t'ont amené à sortir le micro. Comment ça s'est... Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est ce que je racontais tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'enregistreur, et je pense que c'est aussi le moment de passer aussi sur ta pratique à toi, où l'enregistreur, c'est quelque chose que tu manies depuis un certain temps, qui a justement une finalité documentaire, mais aussi au-delà. Enfin, justement, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Mais pour revenir, j'aimerais bien te poser la question comme ça, c'est-à-dire sur ces questions des choix
et de l'écoute, c'est-à-dire qu'en fait, enregistrer, c'est pas quelque chose de neutre. Il y a des choix à la fois, on va dire, dans le dispositif d'écoute sur le terrain, puis des choix dans le dispositif du studio et avec le montage. Comment est-ce que toi, par ton travail de réalisation, qu'est-ce que tu peux nous dire, voilà, de ces différents moments et de la place de l'écoute et des choix voilà, pour traiter ce que... Alors, la première chose que je dirais, c'est qu'effectivement, et c'est là où je voulais en venir avec toi, ta pratique, c'est-à-dire que je pense que tu es passé d'une pratique académique où tu écoutais avec une certaine disposition, et puis tu t'es mis à écouter un petit peu à la manière dont on le fait quand on fait du documentaire sonore, qui est de considérer que notre premier outil d'écriture avec le sonore, c'est cette écoute. Et pour écouter, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont importantes, mais il y en a deux qui seraient essentielles, je dirais, c'est le placement et le déplacement. C'est-à-dire le placement, où est-ce qu'on se met par rapport à un environnement sonore, et le déplacement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on va se déplacer pour pouvoir donner à entendre à l'auditeur et à l'auditrice ce qu'on a envie qu'il entende dans la scène sonore dans laquelle on est. Et ça, je pense que c'est le premier outil d'écriture, et il y en a qui pourrait être lié à un autre outil d'écriture qui est tout à fait lié à celui-là, qui est un concept qui est un peu développé, enfin un concept, c'est même pas un concept, c'est une pratique qui a été mis en mots par Daniel Dehaye, qui est une personne qui est ingénieur du son, et qui dit en fait la question de l'enregistrement, c'est une question d'échelle. C'est-à-dire, ça se résume à quelle distance on met le micro de la source sonore. Et c'est vrai que ça pourrait se réduire à ça, c'est-à-dire tout à coup, dans la suite de la conférence, on va diffuser des sons qu'on enregistre ensemble, parce qu'on a aussi fait cette expérience d'écoute ensemble avec Rémi. Mais en tous les cas, c'est cette idée de savoir où est-ce que je me mets, quelle source sonore je choisis, et comment je décide d'appréhender l'espace sonore qui m'entoure, quoi. Une autre question que je voudrais te poser, c'est comment est-ce que dans ton travail, tu as été amené, parce que quand même là on est dans les mardis de l'histoire au musée d'histoire de Marseille, on est aussi dans un colloque sur Marseille, ville ordinaire. Comment est-ce que tu as été amené à enregistrer Marseille, à utiliser le sonore pour raconter Marseille dans ton expérience? Alors la plus grosse expérience que j'ai eue d'enregistrer Marseille, c'est avec Arte Radio. On a eu un programme de résidence à Marseille en 2009-2010 qui s'appelait Marseille sur écoute. Et à cette occasion, on était plusieurs à faire plusieurs créations. Et moi, j'ai participé à 3 documentaires qu'on a enregistrés, montés et mixés ici avec Radio Grenouille, en collaboration avec Radio Grenouille. Donc c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment arpenté la ville avec mon micro et où j'ai commencé à essayer d'écouter Marseille, voilà. Et voilà. Et je pense que peut-être on peut passer à l'extrait d'un documentaire qui s'appelle Qui a connu Lolita. Je vais quand même peut-être parler du contexte du documentaire. C'est une enquête sur un fait divers qu'on a réalisé avec Anouk Battard, qui était journaliste à l'époque à Radio Grenouille. Donc il y a eu un fait divers à Marseille en 2009, qui était un fait divers tragique d'une femme qui a été retrouvée morte dans son appartement avec ses 2 enfants, qui avaient 6 mois et 6 ans. Voilà, avec une absence totale de nourriture, sans exactement savoir ce qu'il s'était passé. Et là, ce qu'on a décidé de vous faire écouter, c'est une scène documentaire sur laquelle je parlerai après. Voilà. Extrait 2, donc. C'est trop facile, on tape les gens et puis excusez-moi. Eh bien,
n'y a rien pour les jeunes. Je suis la 91e. Ah, je sais. Intérêt. Intérêt. Moi, je On signe pour le on a déjà fait avec tous les gens et tout, ça n'a pas On a marché. déjà fait Les avec clubs les n'ont pas amis, de là, soirée, les devant- gars. Même une salle pour les jeunes, on a demandé, ils ne l'ont même pas fait. Alors qu'il Ils pourraient nous faire une petite boîte. y a le bureau de mon patron, il vient de faire ça. Et alors, La boulette vient de sortir de prison. jouez. Nicolas. Venu à l'église, elle est peut-être venue prier, je ne sais pas, mais moi je ne l'ai jamais rencontrée. Selon la religion à laquelle elle appartenait, je l'aurais renvoyée vers sa religion. Je ne sais pas comment il procède pour accompagner et soutenir les gens. Et si elle était chrétienne, eh bien, ou je l'aurais mise en rapport avec d'autres chrétiens, ou bien alors j'aurais un petit peu vu avec elle qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. Vous pouvez m'appeler mon état pour moi. Comment? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et vous? On change, on vieillit, on vieillit. Quand il dit au curé, je change. Il dit pourquoi il n'aime pas plus souvent l'église, il me demande. Et je suis pris, c'est-à-dire, c'est pour ça, je peux pas. Vous êtes pris à rien faire. Ah, il fait le feignant, il ne va pas travailler à la campagne, c'est la salie. Comme ça. Bon, est-ce que vous pouvez m'appeler mon état pour moi? Vous appelez votre état? Non, mon état, mon cousin Pierre. Ah oui, non, mais écoutez, c'est une histoire. Non, écoutez, chaque fois, il faut appeler ou à Cassis, et puis, ça n'a jamais de suite, ces histoires-là. Ils viennent me chercher quand même. Oui, ça c'est vous qui le dites, mais moi je vous vois toujours dans le quartier. Je vous vois jamais partir. Non, je vais me chercher quand même la nuit, ils arrivent. La nuit? Drôle de visite, ça. Vous n'avez pas le droit, c'est drôle. Non. C'est tous les jours. Non, je crois qu'elle appartenait à une église baptiste ou autre. À moins qu'elle aille à Sébastopol, là-bas, il y a l'église évangélique, je crois, Viennes-et-Voix. Voilà. Mais c'est pas sûr. Hein. D'abord, je ne sais pas, elle est capverdienne, je ne sais pas si elle est chrétienne, parce que même à Sébastopol, c'est des églises chrétiennes. Et je crois même que c'est une église écuménique, c'est-à-dire qui travaille avec nous. Non, il va me donner une pièce. C'est de tous les instants. Il va me donner une pièce, je vais boire un café. J'ai trop pas ça. Je vous promets que je vais vous inviter à mon mariage. Non, écoutez. Je vous promets que je vous invite. Allez. Je vais vous inviter à mon mariage, monsieur David. Je vous promets que je vous invite. Dites, vous ne voyez pas que nous sommes occupés? €, qui c'est? Non, je vous ai dit. Ça vaut que dalle, €, ça vaut que dalle. Je vous ai dit non. €1 pour moi, €1 pour moi. Bon, alors ce que nous allons faire, nous allons rentrer avec ces messieurs de... Ah, bon. C'est rigolo. Et le scooter. Voilà. Moi, ça commençait avec, toi, ça finit avec dans l'extrait. Bon, déjà, je trouve que ce documentaire, il est magnifique, je tiens à te le dire. Et cette scène-là, elle est super intéressante parce que, bon, je te laisserai développer dessus, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà la scène d'abord du foot qu'on entend au début, qui, voilà, sur les jeunes du quartier, ça dit quelque chose. Ensuite, on passe à l'église. Et moi, ça m'interroge aussi sur le statut du prêtre. On imagine que c'est un prêtre qui parle donc de Lolita, mais a priori sans vraiment la connaître. Et surtout, cette scène cette situation conflictuelle, quasi conflictuelle. Enfin, en tout cas, cette personne qui arrive et qui, d'une certaine manière, vient porter atteinte à la situation qui est en train de se dérouler, mais qui dit quelque chose aussi dans l'accueil que réserve le prêtre à cette personne. Comment tu as vécu ça de l'intérieur?
En fait, c'est vrai que cette séquence de l'église, c'est aussi une histoire de partage. C'est quelque chose qui est très présent à Marseille, c'est-à-dire le partage de l'espace urbain entre les jeunes qui jouent au foot et les vieux monsieur de 90 ans qui sont assis sur la place. Là, il y avait aussi, il y a aussi l'idée, il faut savoir que en fait, c'est la place Saint-Pierre sur laquelle habitait Lolita. Et c'est comme une place de village, comme il y en a beaucoup à Marseille, c'est-à-dire il y a l'église, il y a les commerçants autour, et Lolita, elle habitait dans un immeuble qui était là. Et c'est pour ça qu'on rentre dans cette église. Donc il y a déjà ce partage de l'espace, il y a quelque chose qu'on a interrogé beaucoup quand on faisait ce travail, on s'interrogeait, comme il y avait une absence de nourriture dans l'appartement, on se demandait, la question de la solidarité avait tout de suite été posée, particulièrement par la presse locale et nationale. C'est-à-dire que, en gros, les gens avaient un peu stigmatisé les voisins en disant qu'il n'y avait vraiment aucune solidarité à cette femme qui était retrouvée morte de faim avec ses enfants. Personne ne lui était venu en aide. Ils étaient partis comme ça sur une théorie. Voilà, cette femme, elle était capverdienne, donc noire, dans un quartier à Marseille, et ils s'étaient dit, elle est forcément pauvre. Et elle est forcément morte dans une misère sociale, bien que c'était pas du tout ça, puisque nous, on a enquêté après pendant 6 mois et on s'est rendu compte que c'était pour d'autres raisons qu'elle s'est retrouvée dans cet état. Mais voilà, c'était plus facile pour la presse qui arrive comme ça tout de suite sur les lieux de dire, voilà, elle est noire, elle est dans un quartier à Marseille, elle est morte de faim, il n'y a pas de solidarité, et en plus, elle n'avait plus d'argent. Donc, cette scène dans l'église, on rentre dans l'église et on va voir le curé parce qu'il y a la question de la charité et que, je ne sais pas, il me semble qu'il traîne quelque chose qui s'appelle la charité chrétienne. Et du coup, il y a cette scène de ce clochard qui surgit, quoi, qui est quelque chose évidemment qu'on n'attend pas du tout. Et il y a ce curé qui lui refuse l'aumône, quoi, qui est quand même pas commun. Et en même temps, on le comprend parce que, on le comprend, on le stigmatise pas, on ne l'accuse pas particulièrement parce qu'on sent aussi qu'il le connaît, qu'il y a un lien. Ça aussi, c'est aussi les quartiers de Marseille, ce lien. Et en même temps, dans tout ce documentaire qui doit être une enquête sur ce fait divers, cette scène, a priori, elle ne sert à rien. Parce que normalement, on devrait l'enlever, cette scène. C'est de l'inutile. Mais cet inutile-là, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et il m'intéresse pourquoi ? Parce que c'est un inutile qui fabrique de l'imaginaire. Et là, il fabrique de l'imaginaire dans cette scène en particulier. Elle fabrique de l'imaginaire vraiment qu'avec du sonore. Les gamins à l'extérieur, ensuite l'entrée dans l'église, donc ce que j'appelais tout à l'heure le déplacement, c'était aussi cette idée de passage de seuil. En sonore, c'est quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement narratif, c'est-à-dire de passer d'un endroit, par exemple comme ici, ça c'est quelque chose qu'on expérimente toujours dans la perception sonore. On est dans un endroit ici neutre, mat surtout, et silencieux, et puis tout à coup on va débarquer sur le cours Belzins où on va avoir des voix partout, et ces changements de seuil racontent tout de suite quelque chose, quoi. Donc là il y a vraiment un passage de seuil qui est important, c'est-à-dire l'extérieur de la place à l'entrée de l'église, l'acoustique de l'église, et puis par rapport au placement, il y a une chose qui est importante, c'est que quand je suis avec mon micro dans l'église et qu'on parle avec le curé et qu'il y a ce clochard qui est là et qui s'éloigne à la fin, j'ai 2 choix. Ou alors je peux suivre le clochard, ou alors rester avec le curé et laisser le clochard s'éloigner. C'est ce qui se passe. Et puis le clochard, il fait cette parole comme ça avant de sortir. C'est tout ça, c'est cette alliance de sons qui s'enchaînent bien, de séquences sonores qui s'enchaînent bien, avec un mélange de hasard et de choix plus ou moins instinctifs, qui écrit la scène et qui fait que cette scène, elle reste dans le documentaire. Ouais, et d'une certaine manière, parce que ce que tu dis, garder cette scène qui est inutile, moi je pense qu'elle n'est pas du tout inutile, mais peut-être sur un plan informationnel ou Exactement, de documentation,
les infos que la personne apporte sont relativement pas... C'est ça que tu veux dire, j'imagine? Oui, parce qu'il commence par dire qu'il la connaît pas, donc Oui, normalement voilà, on aurait dû ça partir part- tout de suite. Ça part mal. Mais du coup, en fait, ça dit quelque chose aussi du statut des sons. Enfin, la nature événementielle des sons, on pourrait dire, ou les sons comme des événements, où justement, tu as dit que ça produisait de l'imaginaire, mais moi, on pourrait même dire que, enfin, on peut le voir des deux manières, que l'imaginaire produit autour de Marseille, en l'occurrence, les imaginaires s'expriment à travers les sons et à travers voilà, tout un tas de sons différents, que ce soit des paroles, des mots, mais aussi des sons d'objets sonnants, que ce soit des scooters, des parties de foot ou des marchés, des sons d'ambiance, comme on pourrait dire. Et du coup, voilà, ça nous amène un peu à ce troisième moment qu'on avait imaginé sur la question de l'imaginaire et réfléchir sur le fait que Marseille est une ville qui est énormément racontée. Bon, les personnes qui ont participé au colloque et les autres, ça a déjà été dit plusieurs fois aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, interroger aussi des différents jeux d'échelle entre la ville vécue et la ville imaginée ou la ville représentée. Et c'est vrai que de mon côté, quand j'utilise les archivina, c'est aussi pour à la fois donner à entendre cette dimension de ville représentée, imaginée très forte, qui est quelque chose de très fort sur Marseille, mais aussi faire un pas de côté vis-à-vis de ça en mettant au centre en fait les sons d'ambiance et les paroles, les témoignages d'habitants et d'habitantes. Mais en tout cas, sur cette question d'imagination et d'imaginaire autour de Marseille, il y a l'idée que Marseille est une ville très bruyante, on l'a dit tout à l'heure, une ville à la densité sonore très forte. Ça, ce serait un marqueur sonore assez général de la ville, mais si on regarde de plus près, Marseille n'est pas une entité homogène, loin de là. Et je me dis que ça me fait penser à ce qu'on a enregistré aussi ensemble, où là pour le coup on a pris le parti d'aller enregistrer un endroit qui raconte un peu autre chose de ce qu'on imagine quand on pense au son de Marseille, sans doute. Mais avant ça... En fait, il y avait vraiment l'idée que de partir de cette idée que effectivement le son de Marseille et plus généralement le son de la Méditerranée, pour beaucoup de gens, c'est effectivement bruyant. C'est effectivement du bruit, de la nuisance, des scooters. Bon, par exemple, on a parlé. Quand on a préparé avec Rémi, on parlait beaucoup. Moi, il y a un son que j'aime beaucoup à Marseille et en même temps que je déteste. C'est le son que vous avez entendu à la fin de la séquence, c'est-à-dire ce scooter aigu là qui n'en finit pas de finir son passage. Et en même temps, je sais que c'est un son qu'il faut archiver, quoi. Parce que quand il aura disparu, qu'on n'aura plus que des scooters électriques, on y pensera comme quelque chose d'une nostalgie. Par exemple, moi, j'ai la nostalgie du son de la mobilette 203. Donc, par exemple, quand je vais au Maroc ou au Maghreb, où il y en a encore pas mal, j'adore ce son, quoi. Alors que c'est vraiment pas un son agréable. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette question de la perception qui est travaillée, moi, je trouve, dans ton travail, Rémi. C'est cette question du statut du son qui tout à coup passe de nuisance à marqueur d'une époque et donc qui raconte tout à fait autre chose que ce qu'il racontait au moment où il était produit, quoi. Ouais, tout à fait. Et qui va aussi dans la distinction aussi qu'on peut faire entre les sons dans la ville et les sons de la ville. Ou d'une certaine manière, ce distinguo-là, il donne à interroger justement la différence entre ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, et quand on pense à Marseille, on associe des sons, et ça peut être justement des musiques, ça peut être le rap,
ça peut être les chants de supporters de l'OM, enfin, ça peut être aussi des choses assez stéréotypées. Et puis ça peut être des sons d'ambiance, pareil, qui peuvent être attendus si on pense aux marqueurs sonores un peu, voilà, qui sont pensés comme typiques de Marseille. L'idée pour moi, c'est justement de plutôt faire un pas de côté vis-à-vis de ça et de déjouer ça. Mais on va peut-être écouter le troisième extrait, qui est donc un autre extrait de Marseille Ville Sonnante, donc mon documentaire, et on en parle après. Un euro là-bas. Allez, hein. On me taquine, on m'appelle Janine, mais c'est Jeanne. Place Bernard Cadenas, de la Belle de Mai, oui. La place, c'est notre aire de jeu. Maman restait au balcon et nous, on descendait sur la place avec les poupées, les garçons avec les vélos, les pâtés à roulettes. Et on jouait sur cette place. Il n'y avait aucune voiture. C'était une place avec des bancs pour s'asseoir et pour jouer. On pouvait même manger par terre tellement c'était propre. Enfin, tout se passait sur cette place. Même en adolescence, je l'ai passé là. Hein. On se cachait derrière le monument pour embrasser les copains. Parce que maman, elle était au balcon au 3e. Et derrière le monument, elle ne voyait pas ce qu'on faisait. Voilà, voilà. Ça fait drôle hein, que ce soit un parking. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Ça a changé, je ne reconnais plus rien. Ça fait combien de temps que tu n'étais pas venue? 30 ans. Ah ouais. Elle a changé comme avant la Belle de Mai, oui. J'ai passé plus que moitié de mon âge à la Belle de Mai. C'est le 3e, tu sais, c'est le cœur de Marseille. On est bien. Il y a les docteurs, il y a les carrefours, il y a la poste, il y a la banque, on a tout ici dans le 3e. La boîte à deux. Marseille, capitale du cool, et oui. C'est une ville bouillonnante, anarchique, attachante. On l'aime ou on la déteste. Populaire, multiculturelle. Marseille, la rebelle, fait parler d'elle. Et pas seulement à la rubrique des faits divers. Marseille. 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 Ils sont beaux. Ah, c'est des truffes. Ah, il y a... À 15h, Tiens, tiens, truffe. Je suis une truffe, mais Ouais, c'est ça que tu veux dire. Une belle truffe. Voilà le fameux scooter qui finit la séquence. Ils sont pratiques pour faire du montage, les scooters à Marseille.
Ils nous permettent de passer d'une séquence à une autre. Et c'est pas mal. Ce serait dommage si on les avait plus. Ouais. Mais là, il y a aussi une chose qui est intéressante qu'on n'a pas encore abordée, c'est la question de la prosodie, en fait, de la manière dont les gens parlent. Parce que ces dames qui nous parlent du 3e arrondissement, il n'y a pas seulement ce qu'elles nous en racontent, qui est intéressant, c'est-à-dire cette place transformée en parking, il y a aussi la manière dont elles nous en parlent. Oui, tout à fait. Et ce qui est vrai aussi pour l'extrait précédent, mais peut-être pour dire un mot là sur cet extrait, parce que en fait, mon documentaire, il traite à la fois, enfin, il se passe à la fois au cours Julien à la Plaine et à la fois à la Belle de Mai pour raconter deux cas de conversion urbaine, justement. Dans un cas, un quartier maraîcher qui devient donc un quartier culturel de sortie nocturne, etc. Et la Belle de Mai, en partant de la manufacture des tabacs et de la Seita, qui va devenir un pôle culturel important. Mais finalement, dans ma manière de parler de la Belle de Mai, on se rend compte que la friche est pas tellement dans l'espace mental et l'espace vécu des habitants et des habitantes que j'ai rencontrés. Donc c'est pour ça qu'on revient aussi sur cette place de marché. Et on entend aussi que la question de la mémoire est quelque chose de très important. Alors ouais, il y a la prosodie, il y a la manière dont Janine raconte ses souvenirs d'enfance sur cette place. À la limite, ce que j'ai fait avec le cours Julien, j'ai voulu faire un peu la même chose, enfin pas la même chose, mais en tout cas le même procédé narratif. Elle raconte ses souvenirs d'enfance sur cette place. Et ensuite, on entend une dame, alors là c'est un autre contexte, là c'est en campagne électorale sur le marché, et en fait c'est l'équipe du Printemps Marseillais qui est en train de faire campagne sur la place Cadenas, donc pendant le marché, et c'est la dame qui dit que le 3e c'est le cœur de Marseille, etc. Et ensuite j'ai voulu faire entendre justement ce que j'appelle plutôt les slogans médiatiques, même si là c'est assez court, mais en tout cas c'est une espèce d'enchaînement de discours médiatiques à propos de Marseille et qui vante un renouveau éternel de Marseille, et là j'ai voulu en fait qu'il y ait une dimension d'accélération, presque de superposition et finalement d'explosion pour dire, là encore une fois, pour parler de cette différence entre la ville fantasmée, la ville promue, la ville imaginaire comme en renouveau perpétuel, parce que c'est quand même une ligne narrative qui est très forte à propos de Marseille, là. Et voilà, la mettre à distance pour revenir finalement au bruit de la ville, ou en tout cas au son de la ville, et finalement le scooter qui part avec la ville qui reste, quoi, et qui continue à bouger. Oui, et ce marché de la place Cadenas, il est quand même très important parce qu'effectivement, il dessine la principale information, on va dire, de cette séquence. Je trouve, elle est beaucoup contenue dans la densité sonore qu'il y a, les différents plans, les gens qui parlent derrière, un peu plus loin, et ainsi de suite. Tout à coup, il nous donne à imaginer cet espace, et finalement, c'est des informations qu'on pourrait appeler des informations sensibles, quoi, qui sont des choses qui nous traversent et qui nous impriment. C'est un peu ça qu'il y a dans la perception sonore, c'est qu'à un moment donné, il y a le fait de percevoir des sons, c'est quelque chose qui est involontaire, en fait. C'est pas quelque chose qui relève tout le temps de l'analyse. Ouais. C'est-à-dire que ça nous traverse, ça nous imprime. Et voilà, comme par exemple l'acoustique. Je reviens à cette question de l'acoustique parce que c'est vraiment une écriture du sonore qui est très importante. L'acoustique, c'est quelque chose qui nous traverse et qu'on conceptualise pas. On se dit pas ah bah tiens, je suis dans une église parce que j'entends que ça résonne. Juste, ça résonne et on sait qu'on est dans une église et on imagine l'église. Et il y a un peu ça aussi là, c'est-à-dire sur cette place de marché. Et c'est ça peut-être aussi qui t'a happé peut-être dans le fait de faire de la création sonore, c'est-à-dire de dire les choses autrement.
Ouais, le retour au tangible. Et en fait, le fait que l'écriture sonore, elle permet un accès direct, immédiat à cette matière sensible qui est très tangible et qui est très, comment dirais-je, concrète et voilà, tout de suite parlant d'une certaine manière. Mais juste, je voulais redire par rapport sur cette question de ville racontée, ville vécue. Évidemment, je pense qu'il faut les penser comme entremêlés. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a de l'imaginaire qui vient produire quelque chose dans les situations et vice-versa, des sons qui peuvent produire l'imaginaire. Donc il faut les penser comme entremêlés. Mais c'est vrai que moi, mon propos avec cette création, c'est de dire justement, on sait qu'il y a tous ces récits et tous ces discours promotionnels sur cette ritournelle du renouveau de Marseille, mais je choisis de le mettre de côté et de revenir à justement cet espace sensible et vécu et incarné et tangible, voilà, comme ça qui est en fait le plus important. Finalement, écouter la ville, quoi. C'est ça. Alors, ça nous amène... Voilà, ça nous amène... alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça m'a toujours intéressé, cette question des sciences sociales, parce que j'en fais pas. Donc, en général, on s'intéresse toujours beaucoup plus à ce qu'on fait pas qu'à ce qu'on fait. En tout cas pour toi. Et du coup, j'ai évidemment, dans ma pratique de documentariste, je lis beaucoup de sciences sociales parce que, en fait, quand on a des intuitions, quand on est documentariste, en tous les cas comme moi, quand on a des intuitions, bah, en fait, vous n'êtes pour les gens qui sont des sciences sociales ici, bah, vous êtes nos meilleurs alliés parce qu'on va vérifier si effectivement l'intuition qu'on a, il y a des gens qui ont travaillé pendant des années dessus pour être bien sûr que notre intuition, elle n'est pas complètement à côté de la plaque. Et ça m'a amené à avoir enfin, je vais juste citer un travail ça m'a amené à avoir une très bonne amie qui s'appelle Isabelle Coutan et qui est sociologue et que je connais depuis 25 ans, avec qui on a fait un documentaire ensemble. Et j'ai trouvé ça, moi, très intéressant parce que pendant des années, on a parlé de nos pratiques, de ce que vous appelez le terrain et que moi j'appelle aussi maintenant le terrain. C'est-à-dire les pratiques de terrain et puis la manière dont on traite ce qu'on a récolté sur le terrain. Et quand on l'a mis en pratique avec Isabelle, ça a été très intéressant parce qu'on s'est confronté à des choses qu'on n'avait jamais abordées pendant des années. On avait l'impression qu'on était d'accord sur tout. En fait, on s'est rendu compte que dans le traitement de ce qu'on récoltait sur le terrain, il y avait par exemple la question de l'anonymat. Ça avait été une grande question qu'on a beaucoup, beaucoup débattue et qui était presque une ligne jaune pour elle qui était sociologue et qui pour moi avait une autre ligne jaune qui était non, je ne vais pas ne pas donner de nom à cette personne sur laquelle on fait un documentaire. Voilà, toutes ces questions-là qui n'étaient pas que des conflits. Je vous parle des conflits parce que c'est quand même plus intéressant que là où on était d'accord. Et ça a été en tous les cas une expérience pour moi très intéressante. Et du coup, quand on s'est rencontré avec Rémi, moi je lui ai dit ce qui serait sympa, c'est qu'on aille enregistrer ensemble. Et du coup, on a été enregistrés ensemble, donc on vous l'a dit au début, c'est-à-dire à Andoum. On a cherché un endroit où on s'est dit on va pouvoir avoir du contraste à Andoum. Et puis surtout, être sur une idée un peu différente de la ville méditerranéenne bruyante. Voilà. Et donc, on a fait plusieurs enregistrements. Et c'est plusieurs situations d'écoute, en fait. Et on va vous faire écouter donc 5 morceaux de son. C'est ça ? 5 ? Ouais. 5 morceaux de son avec... on espère des placements et des déplacements différents qui vont nous permettre d'en discuter après. C'est donc l'extrait 4.
potentiellement un risque sur les urgences, un risque sur les CMU, un risque sur baisser le robot. Dans le brevet, à ce qui paraît, il est 12h06. Dans le brevet, il est 12h06. Michael Cup aussi est une joie. Pub. Voilà, une petite expérience de ce qu'on appelle le field recording dans notre jargon, c'est-à-dire le fait d'aller enregistrer des ambiances de son réel pour essayer de capter quelque chose de ce réel. Donc là, on a entendu 5 sons. Bon, c'était Andoum et Malmousque. Hein, c'était pas que Andoum, hein, il y avait aussi Malmousque puisqu'il y a le bord de mer. Hein. Voilà, alors on commence par le premier qu'on a entendu, où vous entendez les insectes de très près, la rumeur de la ville et l'église, qui pour nous était aussi une manière de... En fait, c'est notre expérience d'écoute, c'est un peu le principe du field recording, c'est d'essayer de partager l'expérience d'écoute sur place avec des spectateurs, puisqu'on prend les sons en question et qu'on les diffuse sur un dispositif sonore. Et ça nous amène à cette question du point d'écoute qu'on a déjà évoqué au début quand je parlais du placement et du déplacement. Là, il y a cette deuxième étape de l'écoute qui est l'écoute au moment du montage. C'est-à-dire qu'il y a le moment où on a enregistré les sons, on les a écoutés d'une certaine manière, on a vécu une expérience qui est bien plus large que simplement le fait d'écouter. Par exemple, nous, avec
ces abeilles, cette église et au loin la circulation urbaine, qui nous semblait être un placement intéressant pour raconter ce qu'on avait envie de raconter, c'est-à-dire en Doum avec la ville au loin, la nature et voilà ce qu'il y avait autour, le côté petit village. Ensuite, on a Malmousque avec cet homme qui passe, qui est en train de courir. Je ne sais pas, nous, on est derrière les enceintes, donc on ne sait pas très bien comment vous l'avez perçu, mais en tous les cas, il dit quelques mots, et ces quelques mots qu'il dit nous suffisent à écrire quelque chose de l'espace dans lequel on est, puisqu'il parle, on comprend qu'il est médecin, et on comprend qu'il parle de CMU, et on comprend qu'on est bon, en plus il est en train de faire du jogging. On comprend qu'on a affaire à quelqu'un qui est d'une classe sociale plutôt élevée. Et puis à la fin, si on tend bien l'oreille, on a des bruits de travaux. Ce qui était aussi quelque chose qu'on avait remarqué dans notre balade avec Rémi, c'était qu'en Doum, en ce moment-là, il y a des travaux absolument partout dans les maisons. C'est-à-dire que toutes les maisons se rénovent. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc. Et puis, peut-être que c'est toujours comme ça, je ne sais pas. Ensuite, on enchaîne sur Andoum avec toujours ces travaux, là, où on a vraiment cette ambiance de travaux, avec les pas qui passent. Et ça nous racontait, avec ce qu'on s'est raconté avec Rémi sur le fait de choisir ce son-là, il y avait le côté, oui, en fait, la production sonore à Andoum, en ce moment, en tous les cas, nous, l'expérience qu'on en a faite, c'était qu'elle était vraiment faite par potentiellement des immigrés, puisqu'ils parlent dans une langue qu'on ne comprend pas. On n'a pas réussi à déterminer quelle était cette langue. Et puis, il y a les gens qui passent dans Andoum et qui ont simplement des bruits de pas très discrets, comme ça. Donc ça nous semblait être intéressant sur la question de la distribution de la production sonore en fonction de manière sociologique, presque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Malmousque avec les voix au loin, c'est-à-dire la mer avec les voix au loin. Là, c'était les militaires et les légionnaires. Donc là, c'était aussi vraiment essayer de partager cette question du point d'écoute, c'est-à-dire la mer très proche et les voix très, très lointaines. Et puis ensuite, en dernier, on a la mer avec le bateau qui démarre, et puis ça qui est aussi quelque chose très typique de Marseille, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui est soit en difficulté psychique, ou alors sous-produit, ou alors en tous les cas qui n'est pas complètement cohérent et qui vous adresse la parole. Et c'est ce qui nous est arrivé ici, et ça nous semblait intéressant de vous faire, de partager ce moment d'écoute qu'on a eu ensemble avec Rémi, et dans lequel on a enregistré beaucoup de sons, et c'est ça qu'on a fini par choisir, quoi. Peut-être pour finir, parce qu'on va bientôt s'arrêter, en parlant de field recording, c'est vrai qu'il y a aussi le concept ou l'idée de paysage sonore qui va de pair, et je sais que moi, quelque chose qui est important pour moi, c'est de pas d'avoir une vision du paysage sonore comme quelque chose qui serait d'abord esthétique ou esthétisant, mais au contraire penser l'espace sonore comme un espace politique, on pourrait dire les politiques des sons, et donc qui dit quelque chose des frontières sociales et culturelles qui sont aussi sonnantes et qui peuvent s'entendre à travers les sons. Et en fait, ce qu'on s'est dit avec Mehdi là, quand on faisait notre déambulation en enregistrant, c'est que les seules personnes qu'on a entendues à Andoum, c'était des ouvriers qui parlaient pas en français, mais en tout cas c'était les seules voix qui perçaient l'espace public, on pourrait dire. Et donc le médecin qui fait son jogging. Donc d'une certaine manière, ça dit quelque chose de l'occupation de l'espace, du statut des personnes qui occupent des espaces qui ont eux-mêmes des statuts sociaux et culturels, et que donc d'une certaine manière le son permet de dire quelque chose
à la fois de la conquête de l'espace, et je pense que le scooter, c'est aussi un bon exemple de ça, quand il y a des minots qui font des roues arrière ou qui ont des pots percés et qui passent la canebière, c'est aussi une espèce de conquête de l'espace. C'est j'existe socialement et publiquement, et le son permet d'en dire quelque chose, enfin, en tout cas d'en rendre compte. Donc il y a cette histoire de conquête de l'espace, il y a l'histoire de l'occupation de l'espace, de l'appropriation de l'espace, et aussi du contrôle de l'espace. Et c'est-à-dire qu'il y a aussi une gestion urbaine, il y a aussi des mesures qui visent à restreindre les nuisances sonores, enfin en tout cas la densité sonore dans l'espace, et par les pouvoirs publics. Et ça me fait penser à ce dont j'ai entendu parler récemment, c'est quand les sons renvoient aussi à des problèmes publics. Et que, par exemple, la ville de Marseille veut installer, enfin en tout cas ça a été voté au conseil municipal en 2025, des radars anti-bruit, donc des radars sonores, pour contrôler, limiter, sanctionner les sons de moto. Et c'est apparemment, d'après l'article que j'ai lu, c'est quelque chose qui est revendiqué par des habitants des Goudes et contre les rodéos urbains, et par le CIQ, donc le comité d'intérêt de quartier des Goudes. Donc voilà, pour dire qu'il y a une dimension éminemment politique et politique des sons dans la ville, et que écouter la ville, c'est entendre cette dimension sociale, culturelle et politique des sons. Oui, et puis cette question politique, elle est sur la manière de les percevoir, les sons. Enfin, il y a une manière de percevoir les sons qui est complètement sociale et sociologique. Et une manière d'écouter. Et il y a aussi une manière de les produire aussi, quoi. Ouais. C'est-à-dire que et c'est ça qui, effectivement, particulièrement à Marseille, moi, c'est tout de même ce qui m'intéresse, même si ça peut avoir des nuisances, c'est que effectivement, il y a frottement sur l'usage de l'espace sonore. Par exemple, pour terminer sur une anecdote chez moi, c'est pas rare, ça c'est arrivé plusieurs fois en tous les cas, que des gens à l'extérieur se mettent à faire des travaux, mais à 1h ou 2h du matin, quoi. C'est-à-dire avec des disqueuses. Et en fait, nous, voisins, et on est beaucoup, on ne dit rien. Je ne sais pas comment très bien l'analyser, j'en sais rien, je ne l'analyse pas. Mais en tous les cas, il y a une tolérance qui est due certainement à plein de choses, mais il y a une tolérance à qui est bien supérieure aux autres endroits. Il y a une culture sonore partagée, et c'est aussi quelque chose qui fait ville, qui fait lieu, mais à la fois, il y a des seuils de tolérance auditifs différents, et il y a des conflits et des ajustements nécessaires, mais l'un n'empêche pas l'autre, je pense. Mais ça dit quelque chose, en tout cas, d'une culture partagée dans la manière de recevoir et de percevoir les sons. Peut-être on peut prendre un petit temps si vous avez des questions. Est-ce que Merci à vous. Déjà, avant de passer la parole à la salle, s'il y a des sons qui veulent sortir de vos corps. Merci beaucoup, c'était très 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 intéressant et j'ai jamais entendu d'approche comme ça, donc j'ai beaucoup apprécié. J'avais une question peut-être sur comment vous... Oh waouh, j'avais pas prête. Comment vous préparez vos terrains, et est-ce que vous allez sur le terrain en ayant une idée des sons que vous voulez capter à l'avance? Est-ce qu'il y a une marge aussi, j'imagine, de se laisser imprégner par le terrain? Et au montage, c'est quoi la part de ce que vous gardez? Est-ce que parfois vous êtes surpris de choses que vous gardez, etc. Oui, il y a un travail, comme je l'ai un peu commencé à l'aborder, il y a un travail de préparation qui est effectivement que, en tous les cas en ce qui me concerne,
j'ai des intuitions que j'essaye d'aller vérifier par des gens qui travaillent plus sérieusement que moi. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une ressource plutôt théorique qui me fait prévoir ce que je vais trouver sur le terrain. Bon, ça, évidemment, ça dépend des sujets. Et puis après, quand je vais sur le terrain, moi, je suis dans une situation, je dirais, d'écoute qui est... Je ne suis pas dans une situation dans laquelle je suis... je traverse pas l'espace de la même manière du tout, quoi. C'est-à-dire que dans ma vie courante, j'écoute pas particulièrement, je suis pas toujours à l'affût des environnements sonores et des paysages sonores dans lesquels je suis, sinon je serais fatigué. Mais par contre, quand je me mets en situation d'enregistrement, que je sors avec mon micro, je suis plus du tout dans la même disposition par rapport à l'écoute, quoi. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, je redeviens complètement presque candide, c'est-à-dire j'essaye d'avoir... parce qu'on a un problème, nous, qui enregistrons les sons avec ces instruments que sont les micros, c'est que le micro, c'est quand même un instrument assez débile, quoi. C'est un espèce de baromètre qui mesure la pression qui arrive sur lui, quoi. C'est à peu près que ça. Donc on doit se mettre quand même dans une position qui est que on doit un peu écouter comme le micro, c'est-à-dire, je dirais presque de manière objective, en essayant de sentir les différents plans sonores et en essayant d'imaginer comment le micro va percevoir ce que j'entends. Et en fonction de ça, et en fonction de ce qu'on a envie de raconter, on va plus ou moins privilégier, par exemple, dans les exemples qu'on a entendus, les abeilles. Quand on est devant le buisson et qu'il y a plein d'abeilles, tout à coup, j'entends les abeilles un peu au loin, et puis je rapproche mon micro pour faire entendre les abeilles, parce que je me dis, tiens, ça va être sympa aux gens du musée d'histoire de Marseille de leur faire entendre les abeilles d'Andoum. Et donc, je m'approche, et donc, il y a vraiment une... Parce que le son, c'est quelque chose d'éphémère qui passe, donc c'est très difficile de l'écrire avant. Mais quand même, il faut quand même le préparer, parce que sinon, ça, je pense que vous connaissez ça par cœur, enfin pour ceux qui font des sciences sociales, c'est-à-dire que si on ne prépare pas ce qui va se passer sur le terrain, il ne se passe rien. Et c'est pareil, en son, on doit être dans une certaine disposition, avec la volonté de raconter quelque chose. Là, en l'occurrence, on avait la volonté de raconter cette question des frontières sociales par le son. Ça nous fait tomber sur ce hasard avec ce médecin qui passe devant mon micro et qui dit ouais, les CMU, ça va nous poser problème, hein. Bon, juste cette phrase, même si on ne sait pas tout le contexte, même si, ça raconte quand même quelque chose par rapport à ce qu'on s'est dit avant. Et ensuite, au montage, sur le choix, oui, parfois, en montage, on va pousser encore un peu plus loin le curseur de la narration. Et là, la narration, on va avoir une matière documentaire qui va nous guider. Moi, j'ai l'habitude de dire que, en fait, le plus difficile dans la matière documentaire, quand on l'a, c'est qu'on a des centaines d'heures ou des dizaines d'heures ou je ne sais pas quoi. On a une matière énorme. Et en fait, le plus difficile, c'est de savoir ce qu'elle raconte vraiment. C'est-à-dire qu'on a l'idée de ce qu'on voudrait raconter, mais on a une matière sonore qui, comme elle est, comme je le dis, c'est-à-dire qu'on arrive sur place, on ne trouve pas exactement ce qu'on avait prévu, parce qu'on est en documentaire. Alors, il me semble qu'elle raconte d'elle-même, mais c'est ce que j'ai envie de me dire, c'est-à-dire que je passe mon temps dans le dérochage à essayer de comprendre ce que cette matière me raconte et essayer de mettre un peu à distance tout ce que je me suis dit sur le sujet que j'étais en train de travailler. Et voilà, c'est comme ça en montage que finalement on va arriver à supprimer des choses qu'on trouvait très bien sur le terrain et garder des choses qui nous semblaient n'avoir aucun intérêt. Ça arrive. C'est pas général, hein, mais ça arrive. Pas toi ce que tu dis. Je vais juste dire un mot. Mais effectivement, c'est intéressant parce que quand j'écoute Mehdi répondre à cette question, je me rends compte que pour le coup, il y a un vrai point de convergence là-dessus, même si moi j'ai une formation en sociologie, en sciences sociales. Et donc, c'est pas la même démarche initiale, mais ouais, sur cette question de l'écoute et du côté inductif, en tout cas, c'est-à-dire de se laisser prendre par le terrain avec effectivement une question de départ, un sujet, un objet et une problématique, enfin une entrée, que l'ethnographie, en tout cas l'enquête ethnographique telle que
tel que je l'apprécie, tel que j'apprécie la faire, c'est une dimension très inductive, et donc de se laisser porter par les situations et par l'espace même. Et finalement, le sonore va très bien avec ça, parce que c'est le médecin qui passe, on ne pouvait pas le prévoir. La plupart des choses importantes, je dirais signifiantes, qui se passent, elles n'étaient pas prévues. Donc voilà, il y a une dimension quand même forte de contingent, de choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Moi, j'avais une question sur la plaine. Il y a eu un gros débat autour de la réorganisation de la plaine, qui a été assez agressif. Il y a eu des manifs, il y a eu plein de choses, le mur, tout ça. Est-ce que tout ce qui s'est passé autour de ces moments-là, est-ce que vous avez pu travailler dessus? Parce que je crois que ça doit dire beaucoup de choses que ce que dit Marseille. Et est-ce que vous avez pu retravailler depuis la nouvelle réorganisation de la plaine, qui est, je pense, encore plus bruyante qu'elle ne l'était avant? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Alors pour être tout à fait honnête, moi ma thèse, donc, qui porte principalement sur la plaine, elle s'arrête, le travail empirique s'arrête juste avant les travaux. J'ai suivi des réunions de concertation de la Soleam, j'ai suivi des réunions de l'Assemblée de la Plaine, et j'ai suivi, sans être encore, j'étais plus dans mon travail de thèse, mais le mur, la ZAD, le démarrage des travaux, la livraison, etc. Mais effectivement, ce projet de réaménagement urbain de la plaine, il est très important dans des questions de changement urbain et en tout cas de surface matérielle du lieu. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas poursuivi l'enquête à proprement parler sur la plaine pour interroger ces questions de permanence d'une culture partagée qui a une histoire, comme je racontais tout à l'heure sur les musiques, et en quoi est-ce que ce projet de réaménagement, il porte atteinte, ou il modifie, ou il amplifie, ou il produit autre chose que cette culture urbaine, on pourrait dire, culture de quartier qui s'est progressivement instituée dans les années 80 et 90. C'est une question ouverte. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a plus de bruit maintenant. Il y a plus de vie sur la plaine qu'il y en avait avant. L'espace voiture a été réduit et il laisse plus d'espace aux vies partagées, on va dire comme ça, aux vies communautaires, je ne sais pas comment on peut le dire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que ça a eu un effet sur le développement économique autour de tous les bars, où il y en a encore plus qu'avant, donc encore plus de bruit. Puisqu'avant, c'était le tour de la plaine, maintenant on ne fait que la traversée avec cette espèce de Y, et je pense que quelque part, c'est ce qu'ils voulaient faire, c'est le contraire qui est arrivé. Ouais, c'est vrai qu'il y a, moi je dirais qu'il y a une occupation par une population plus large que ce que c'était. Première chose, et c'est vrai que les jeux d'enfants, le skate, etc., c'est aussi quelque chose qui va amener peut-être une population qui ne fréquentait pas la plaine avant. C'était un parking géant, pour résumer. Donc effectivement, l'occupation de la place à proprement parler. Mais justement, moi, ce qui me semble quand même un élément important de la plaine, c'est que ça ne concerne pas que la place elle-même. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les rues adjacentes. Et ça, d'ailleurs, c'est assez intéressant comment les personnes mobilisent l'expression la plaine, parce qu'au sens restreint, c'est la place elle-même, mais en fait, ça désigne en fait plus largement ce qu'il y a autour. Et là, bon, c'est vrai qu'une étape aussi, c'est le confinement et l'après-confinement à Marseille et à la plaine aussi, particulièrement, où il y a une population de nouveaux arrivants qui est importante dans ce coin de Marseille, comme dans d'autres quartiers du centre-ville ou du 7e. Mais en tout cas, effectivement, il y a le projet d'aménagement, il a produit quelque chose, mais aussi dans, je pense, les formes d'occupation du quartier. Bonjour.
Oui, ça marche. Bonjour, merci beaucoup pour le dialogue qui était hyper riche. Et moi, je voudrais rebondir parce que je trouvais ça très chouette d'avoir souligné à quel point la matière sonore, c'était aussi une matière travaillée et que bien qu'elle captait le réel, elle était construite par vous dans vos travaux. Et vous avez aussi souligné à quel point Marseille pouvait charrier des imaginaires sonores, principalement qui serait une ville particulièrement bruyante. Finalement, sur la fin, je suis assez contente qu'en captant les abeilles à Andoum, vous soulignez aussi que finalement, en fait, moi je trouve qu'il y a tout un tas de sons très naturels liés à Marseille, n'étant pas de Marseille, qui sont, je sais pas, le cri des mouettes, qui sont pas forcément des bruits agréables, hein. On peut dire le bruit des vagues, mais il y a le cri des mouettes, le bruit de la pluie battante ou le bruit du vent. Mais surtout, du coup, je voudrais plus revenir sur vous dans ces imaginaires sonores, par rapport à ces imaginaires sonores de Marseille. Quelle image vous construisez de Marseille dans vos travaux, sachant que c'est censé être des travaux du réel, et en même temps, vous les construisez. Et donc, comment vous vous inscrivez vis-à-vis de ces imaginaires? Est-ce que vous les rejetez? Est-ce que vous essayez de vous y plier aussi pour avoir un certain succès public? Voilà. Ou est-ce que comment capter le réel? Oui, alors je crois que ça rejoint la question des clichés sur Marseille. Et moi, j'ai appris une seule chose d'Alfred Hitchcock qui disait les clichés, pour s'en écarter, il faut déjà en partir. Donc moi, j'essaye de partir des clichés un peu. C'est-à-dire le scooter, les gamins qui jouent au foot, tout ça, c'est tous les sons un peu clichés de Marseille m'intéressent. Ça ne veut pas dire que je m'arrête là, mais ça veut dire que mon point de départ, c'est quand même le cliché, quoi. Oui, c'est un peu pareil pour moi. Et dans cet imaginaire sonore, il y a quand même beaucoup de discours. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de la mise en mots, au-delà des sons d'ambiance qui sont stéréotypés ou attendus comme étant des sons de Marseille. Je disais tout à l'heure que quand j'ai travaillé les archivina qui racontent justement ce que j'appelle le récit du renouveau perpétuel de Marseille, je veux pas faire comme s'ils n'existaient pas, donc je les mobilise, mais le propos, c'est de les mettre à distance et de montrer qu'ils arrivent, pour moi, parce que c'est la question de comment est-ce qu'on fait, ils arrivent de manière secondaire par rapport à ce qui est pour moi le principal, c'est-à-dire la ville vécue, la ville racontée, mais par des mémoires d'habitants, dans une localité précise. En fait, c'est le contraire du discours surplombant, quoi. Moi, sur la question de l'imaginaire sonore, je pense qu'il y a beaucoup de discours surplombants. Voilà. Et l'idée, c'est justement de redescendre dans la matière sensible à portée d'oreille, quoi. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et, quand vous parlez de mise en scène et, sur place et l'intuition, ça m'a vraiment rappelé. Mais moi, je ne travaille pas avec les sons, mais j'enregistre beaucoup. Avant, c'était la caméra digitale et c'était avant l'époque de téléphone, smartphone. Maintenant, le téléphone fait de travail aussi bien. Et tous ces enregistrements, c'était vraiment personnel parce que pour moi, ça c'est pour la nostalgie. Donc, certains sons, dans certaines villes que je ne peux pas dire j'aime, mais c'est comme prendre en photo. Mais le problème que quand j'écoute, c'est pas le même quand j'étais sur place. Pour la nostalgie, ça marche très bien, parce que c'est comme une photo ancienne, mise en scène de famille, tout le monde est là, bien habillé, en souriant, et on sait qu'on a discuté juste 5 minutes avant cette photo. Donc pour la nostalgie, ça marche bien, mais comme un métier de travail, comme vous avez dit, le microphone, c'est un instrument bête, mais c'est aussi, on peut nommer les sons
qui est un peu difficile quand on est sur place, on ne peut pas nommer les gens. Peut-être c'est parce que je ne suis pas assez formé, je ne sais pas. Mais comment vous travaillez dans une matière où, dès que vous captez, ce n'est pas le même? En fait, vous êtes sur la voie de être écrit. Bon, moi, je vais parler sans... Ah non, ça va mieux. Oui, vous êtes sur la voie d'écrire avec le son, parce que la première expérience de la personne qui enregistre, c'est chiant les micros quand ça marche pas. C'est effectivement cette première expérience qui est extrêmement violente, qui est une espèce de... Parce que c'est grisant d'enregistrer, comme vous l'avez très bien exprimé, comme une carte postale, comme quelque chose, comme prendre quelque chose à la fois d'un présent et à la fois d'un lieu et d'un espace qui est contenu dans l'acoustique et dans ce qui se passe au moment où vous le faites. Et après, la réécoute, c'est souvent extrêmement déceptif. Et l'écriture sonore à l'enregistrement, c'est exactement là-dessus que ça s'appuie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est déceptif dans le fait que quand vous écoutez le son que vous avez enregistré sur vos enceintes, ben, vous dites non, en fait, c'est pas ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et c'est ça, il y a forcément un décalage parce que le cerveau fait tout un travail. Si on est, par exemple, dans Andoum, la première ambiance qu'on vous fait écouter dans Andoum, il y avait l'idée pour nous aussi de dire, bah voilà, on est sur une petite place de village à Andoum, visuellement c'est super, il y a des petites maisons et tout. En fait, c'est hyper bruyant. En fait, pas hyper bruyant, j'exagère, mais en tous les cas, la rumeur de la ville est hyper présente. Et ça, c'est effectivement ce décalage. Moi, j'ai vécu 1000 fois des gens qui m'ont dit « Ouais, c'est super, ma maison de campagne, il n'y a pas de bruit, et ainsi de suite. » Et après, quand j'enregistrais une ambiance dans leur maison de campagne, ils me disaient « Mais c'est quoi cet avion? C'est quoi ce camion au loin? C'est quoi cette voiture qui passe ?» Ainsi de suite. Mais parce que quand on est bien dans son jardin à la campagne et que le son de la voiture ou de l'avion n'est pas trop fort, ben notre cerveau, il fait ça n'existe pas en fait. Sauf que le micro, il est débile. Lui, il ne fait pas de distinction entre... l'atmosphère agréable dans laquelle vous vous trouvez et qu'est-ce qui fait que cette atmosphère est agréable pour vous, et puis les sons désagréables qui perturbent tout quand vous l'écoutez sur les enceintes. Et comme vous êtes dans une situation, ce qu'on appelle une situation acousmatique, c'est-à-dire que vous écoutez des sons qui ont été produits ailleurs que là où vous les entendez, bah vous avez plus vos repères du cerveau qui dit vas-y, tu t'occupes que des sons qui sont agréables. Mais bon, il faut continuer et au fur et à mesure, vous allez affiner votre manière de prendre le son pour pouvoir effectivement partager avec d'autres. Parce qu'en fait, le but, en tous les cas de nous, documentaristes sonores, c'est ça, c'est de partager avec d'autres un imaginaire, une narration, une histoire. Et du coup, bah, on essaye de voir qu'est-ce qui est signifiant dans une scène sonore, quoi. Et on essaye de s'en approcher et de la mettre en son pour qu'elle soit signifiante et qu'elle fasse sens. Ben, merci.